L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Infoprocréation. Infoprocréation a été fondée pour informer et accompagner les personnes infertiles et les membres de la communauté LGBTQ qui ont besoin d'avoir recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire d'avoir recours à une femme porteuse. Dans le fond, quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Infoprocréation est là pour vous donner tous les outils, les ressources et l'information que vous avez besoin pour votre projet, que vous souhaitiez comprendre les lois encadrant le processus, que vous soyez à la recherche d'une femme porteuse ou que vous soyez à une toute autre étape dans votre démarche. Infoprocréation vous propose des séances d'information sur tout ce que vous devez savoir sur les aspects médicaux, légaux, psychologiques et financiers. Infoprocréation vous donne aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui ont terminé un parcours de gestation pour autrui lors des événements qui s'appellent Récits de procréation. Les récits de procréation, c'est des rencontres virtuelles en petits groupes et c'est gratuit. Vous pouvez échanger aussi avec des parents d'intention ou des femmes porteuses. D'ailleurs, le prochain récit de procréation, dans le prochain récit de procréation, on retrouve un couple homosexuel qui vient tout juste d'accueillir leur bébé, qui va vous raconter leur histoire de gestation pour autrui. La séance sera le 22 novembre prochain, entre 19h30 et 20h30, et vous pouvez vous inscrire en visitant le info-procréation.ca. Infoprocréation, votre boussole en procréation assistée. Rebonjour, bienvenue à cette partie 2. Donc, on poursuit la conversation avec Marie-Alexia Allard, psychologue et cofondatrice de la clinique Ensemble. Juste avant de poursuivre avec les questions, Anne-Marie, tu voulais apporter une précision? Oui, en fait, j'avais mentionné une entrevue à Radio-Canada avec la psychologue et chercheuse Catherine Péloquin et l'autre personne que je me souvenais pas de son nom, c'est Diane Franqueur, qui est la directrice générale de la Société obstétricien et gynécologique du Canada. Voilà. Alors voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Donc, t'avais-tu une question, toi, ou non? Ben, c'est surtout sur les statistiques. Oui, c'est ça. On aimerait parler de statistiques, Marie-Alexia. J'en ai pas beaucoup, hein. OK. Ben, écoute, donne-nous ce que t'as. Donne-nous qu'est-ce que t'as. On va y aller de même. J'en ai une, en fait. OK. Hein, donc, c'est 50% des couples qui vont connaître des difficultés d'ajustement, c'est-à-dire d'adaptation au contexte de l'infertilité, et des symptômes anxio-dépressifs. Donc la moitié des couples infertiles vont vivre des petits enjeux de santé mentale. Là. Oui, mais c'est ça. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on disait dans l'épisode précédent, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de montagnes russes, avec cette idée quand même que c'est normal de vivre ça, mais c'est vrai que ça peut aussi... ces manifestations-là peuvent prendre plus d'ampleur, peuvent s'aggraver, entre guillemets, je ne sais pas le bon terme que je cherche, mais et à ce moment-là, amener vers est-ce que ça pourrait être un trouble anxieux ou des troubles d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Mais je crois que l'idée, c'est surtout de bien comprendre c'est quoi que ça fait vivre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de littérature et de recherche sur le sujet? Non, ben il y en a quand même. C'est juste que les statistiques, je trouve que c'est parlant, puis en même temps, ça dit pas grand-chose, dans le sens où, tu sais, on le sait qu'il y a de la détresse, on la voit. Donc, j'ai pas... mais sur le site de étudesducouple.ca, le site de Catherine Péloquin, vous allez trouver plein d'études où c'est résumé, où vous allez avoir des chiffres plus précis. Mais globalement, c'est de garder en tête que c'est, oui, au moins une personne sur deux qui vit des symptômes en lien avec ce parcours-là. Après, il y a toujours une question d'intensité, de durée, qui va faire en sorte que c'est plus important chez certains et puis moins chez d'autres, où ils arrivent mieux à s'ajuster à cette situation-là. Selon toi, selon ton expertise, là, ce que tu observes dans ta pratique, est-ce que le poids psychologique de l'infertilité est tellement lourd que ça fait en sorte que les gens abandonnent leur traitement de fertilité?
Mais c'est sûr que peut-être ça rejoint aussi ce qu'on abordait dans l'autre épisode sur les thématiques abordées dans les rencontres. Là. Et ce que tu soulèves, c'est la question de la limite. Jusqu'où on va. C'est ça. Et ça, oui, à un moment donné, comme couple, un couple peut se dire, mais là, on arrête parce que notre limite, notre limite psychologique, notre limite corporelle pour les femmes, la limite financière, la limite tout court, en fait, va faire en sorte qu'un couple va décider que c'est trop pour ce couple-là, parce qu'on va avoir des couples qui vont faire 4 fécondations in vitro, puis qui vont dire, ben, on continue, puis d'autres, après une, qui vont dire, c'est fini pour nous. Donc, mais c'est sûr que comme c'est des traitements qui sont exigeants, avec des répercussions sur le plan psychologique, ça prend beaucoup d'énergie et de courage pour continuer. Donc oui, il y en a qui abandonnent, mais peut-être est-ce que s'ils avaient continué, ça aurait fini par fonctionner. C'est toujours ça la peur des couples, c'est, ben oui, mais si on s'arrête, peut-être que ça va être la prochaine, que ça va marcher. Fait que c'est dur de renoncer quand il y a la possibilité de continuer, mais à quel prix? Ça, c'est une thématique qui revient beaucoup. Quand je parlais de l'idée des rencontres plus ponctuelles, moi, je vais avoir des couples qui vont me dire, ben là, on a besoin de faire le point sur là où on est, qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à présent, et c'est quoi que le médecin nous propose, c'est quoi que ça implique pour nous. Puis là, c'est beaucoup de les accompagner dans cette question-là alors, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau financier, au niveau de vos valeurs, ça ressemble à quoi, là, les options que vous avez pour que je les aide et je les accompagne pour trouver leur réponse à eux, mais qui ne serait pas la même pour un autre. Il n'y a pas une recette, c'est ça. Donc, mais la question de la limite revient beaucoup. Puis est-ce qu'il y a des moments où est-ce parce qu'il y a plusieurs différents traitements, on peut passer de faire la fécondation in vitro avec un couple, puis on peut aller aux dents de vulve, on peut aller aux dents de sperme, on peut aller en gestation pour autrui, on peut aller en adoption. Je veux dire, ça découle. Oui. Mais aller changer de je sais pas comment l'appeler, mais changer de projet, c'est aussi, j'imagine, d'autres deuils. Mais c'est d'autres deuils. D'aller vers un don d'ovule, pour une femme, c'est le deuil de la filiation génétique. Est-ce que... j'ai entendu souvent des femmes dire, mais je ne sais pas, est-ce que je vais l'aimer, ce bébé-là, s'il ne vient pas de ma génétique? Et d'abord, c'est quoi être mère d'un enfant qui n'est pas lié à ma génétique? Puis là, il y a toute la question de l'adoption. Hein. Les couples vont dire, ouais, mais on avait pensé à adopter. Puis là non plus, il n'y a pas de lien génétique. Puis adopter, c'est encore un autre projet. C'est accueillir un enfant qui a une vie avant le couple, qui arrive avec ses petites valises remplies souvent de moments compliqués, difficiles, voire traumatiques. Est-ce qu'on est prêt comme couple à accueillir un enfant qui a vécu ça? On passe pas, je pense, d'un projet comme ça à l'autre sans prendre un temps pour réfléchir. Après ce temps de réflexion-là, il y a des couples pour qui c'est pas si long parce qu'il y a quelque chose qui se travaille depuis un certain temps. Puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps, puis les deux sont valides. Quand on a justement atteint cette limite-là, parce qu'il y a des couples infertiles qui... Pour eux, la limite, c'est d'essayer à la maison. Il y en a, tu sais, qui ça les intéresse pas d'essayer des traitements de procréation médicalement assistée. Fait que peu importe notre limite, quand on a atteint notre limite et que on fait face au deuil de la parentalité, comment est-ce qu'on peut composer ou qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec ce deuil-là, accepter cette nouvelle réalité-là? Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire. Je pense qu'il y a quelque chose à vivre d'abord. C'est vivre avec le deuil. C'est vivre le deuil, vivre les étapes du deuil. C'est un long processus. C'est comme on disait dans le précédent épisode, par exemple, revisiter un peu toute cette question-là du désir d'enfant, comment il s'est déployé au fil du temps, comment maintenant il faut... faire le deuil d'avoir cet enfant-là. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie, dans quoi je m'investis, comment je vais chercher une satisfaction personnelle dans d'autres domaines, comme couple, comment le couple se redéfinit aussi. J'ai souvent entendu des couples dire, on restera pas dans cette maison-là, on change de vie complètement, voilà, ce qu'on s'était imaginé de notre vie, c'est pas ça, il faut tout revoir. Donc, je sais pas, je crois que c'est pas dans le faire, c'est dans le vivre chaque étape et se redéfinir. Mais avant ça, il y a vivre la tristesse,
la peine, la colère peut-être. Puis c'est des deuils qui peuvent être réactivés. Quand, par exemple, un couple qui n'aurait pas eu d'enfant, quand ils vont avoir l'âge où les amis deviennent grands-parents, ça réactive. C'est des deuils qui ne sont pas faciles. Ça prend, comme je disais, beaucoup de courage pour les affronter. Il y a peut-être, on parle de ça, il y a le site Internet Femmes sans enfants qui est une très belle ressource parce qu'il y a beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes, en fait, qui ont fait ce deuil-là. Et je pense que ça peut être aussi une forme de... Quand tu demandais, Élodie, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense de partager avec des personnes qui sont passées par là peut être un excellent outil dans le sens où c'est de voir, OK, eux, ils ont fait ça c'est intéressant, ça me parle, ça me parle moins, mais d'aller chercher l'expérience des autres. Mais comme pour les traitements de fertilité, on le sait qu'il y a beaucoup de patients qui vont sur des groupes Facebook, il y a des groupes de parole, parce que partager et se sentir vraiment compris et validé par d'autres personnes qui vivent la même chose, en soi, ça a un effet thérapeutique. Oui. Absolument. Et moi, je me demande, parce que de ma compréhension et de mes traitements de psychologues que j'ai rencontrés, on m'a dit qu'un deuil, ça ne se fait pas, on vit avec un deuil. On apprend à vivre avec un deuil. Et moi, je le vis parce que j'ai pas porté mon enfant, et bien que je vis bien avec ça aujourd'hui, mais ça reste un deuil. Et oui. Et j'ai l'impression que je le ferai jamais, ce deuil-là. Oui. Et donc, je me demande, est-ce que ma compréhension, est-ce que c'est vraiment mais ça, oui, dans le fond? je partage, en fait, je sais plus là comment je l'ai dit tantôt, mais c'est de traverser le deuil, de vivre avec. Mais ça peut être... Oui, c'est ça. Mais ça peut... Vie, oui, mais il y a des moments où ça va peut-être être réactivé, puis des moments où... On n'y pense pas. Où on n'y pense pas, mais oui, je pense que c'est de vivre avec. Parce qu'on parle souvent de faire un deuil. Oui, mais en fait, c'est plus juste de parler, de vivre. Mais la première fois, parce que moi, c'était mon psychologue en oncologie qui m'avait expliqué le concept de vivre avec et non de faire, et ça m'avait donné un coup. Parce que moi, j'étais comme, ça veut dire que je vais vivre avec ça toute ma vie. Oui. Là, mais ça fait partie, en fait, c'est que ça fait partie pour toi, de ton histoire de vie. Donc, ça... C'est parce que dans l'idée de faire, on a l'idée qu'à un moment donné, on va être débarrassé des émotions que ça fait vivre, et c'est beaucoup plus rassurant. Fait qu'on s'en sort jamais, dans le fond. Non, mais non, on va rester quand même... En fait, je pense que c'est il y a des façons de vivre avec, c'est-à-dire, je pense j'ai déjà entendu un papa qui avait eu un petit bébé grâce à un don de sperme, qui m'a dit, je l'aime, mon bébé, j'ai aucun doute, mais au fond de moi, j'ai encore un peu de peine. Ouais. Il dit, je pense que je l'aurai toujours, ce sentiment-là, que j'ai pas pu transmettre ma génétique. Après, il me racontait, mais comme je disais, il y a pas de doute, c'est son enfant, il l'aime et les choses vont bien, mais il reste... Ouais. Et je disais, ça fait partie de il y a une l'histoire. image qu'on m'avait envoyée qui est vraiment forte, qui est pour le deuil, puis en haut, c'est le deuil qui... En fait, tu as une bulle, puis dans le premier, tu as le deuil. Il y a 4 bulles la même taille. Le premier, le deuil rapetisse. En fait, c'est ce qu'on pense du deuil, puis en bas, c'est qu'est-ce que c'est réellement. Puis le deuil reste de la même taille. Le deuil reste de la même taille, sauf que là, c'est le contenant qui grandit. Fait que c'est un peu l'idée que le deuil va jamais vraiment changer. C'est nous qui allons avoir des choses, tu sais, comme avoir plus de choses pour combler notre vie. Et donc, le deuil va paraître plus petit, mais en fait... Oui, c'est une belle image. Oui, c'est l'idée encore là de... On ne peut pas s'en débarrasser. Non, c'est ça, exact. C'est pas... et il faut quand même garder en tête que ça va être moins fort, moins intense à certains moments, peut-être un peu plus à d'autres, mais qu'il y a des façons de vivre avec. De combler notre vie avec d'autres choses. Oui, c'est un petit peu comme quand on... Parce que cette question-là, elle revient aussi beaucoup dans en accompagnement, psychothérapie. Les patients vont demander, qu'est-ce que je fais et c'est une bonne question quand même, hein, qu'est-ce que je fais pour mieux vivre avec ça? Puis la question aussi d'essayer d'investir d'autres projets, c'est pas que ça va... parce que je reviens sur ce qu'on disait de faut plus y penser, il faut lâcher prise, mais ça c'est très abstrait en fait, ça veut rien dire. C'est plutôt qu'est-ce qui peut être fait
d'autre qui va permettre de donner à la personne un petit moment de répit parce que il va avoir un projet créatif ou stimulant qui va faire que, oh tiens, dans les 2 dernières heures, j'y ai pas pensé, ça fait du bien. Ouais. C'est ça qu'on peut faire, mais c'est surtout dans le vivre avec. Donc, ce que je comprends, c'est que, donc, un processus d'infertilité, c'est rempli de deuils différents, à différents niveaux. Puis même quand on arrive au bout, là, on revient à la limite, ça se peut qu'on doive toujours, dans le fond, composer avec des deuils pour le reste de notre vie, possiblement. Donc, tout ça pour peut-être encore mieux faire comprendre aux gens à quel point c'est difficile, l'infertilité, à quel point que c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est une véritable souffrance qui va être bien sûr variable selon les personnes, mais il y a une souffrance. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est sûr que, par exemple, un couple pour qui ça fonctionne après la première insémination versus 4 fécondations in vitro, ou peut-être 6 inséminations, 4 fécondations in vitro, 8 transferts d'embryons, mais c'est pas le même vécu non plus. Ça veut pas dire qu'ils ont pas souffert, ceux qui ont eu recours à une... Valide, voilà, non, c'est ça. Pas du tout, mais c'est sûr qu'il y a un épuisement au fil du temps et ça va influencer en fait la capacité à s'adapter. Après un long parcours, c'est plus compliqué. Malheureusement, parmi les deuils qu'on peut vivre et non faire à travers l'infertilité, on peut faire des deuils de liens familiaux, de relations d'amitié, comme si l'infertilité n'était pas déjà assez difficile à vivre. Pourquoi ça arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, en tant qu'infertiles, on peut faire pour éviter de perdre des gens, de perdre des relations dans notre entourage, ou est-ce que l'enjeu est plus d'importance sociétale, dans le sens où il faudrait vraiment qu'il y ait une éducation, il faudrait vraiment que le gouvernement instaure une partie dans notre éducation à propos de l'infertilité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une grande question. C'est sûr que ça aussi, si on veut reparler des thématiques abordées dans les consultations, la question des relations sociales et familiales prend beaucoup de place. Parce qu'il y a des amis qui peuvent être très compréhensifs, puis il y a des amis qui comprennent moins. Même la famille. Et même la famille et amis. Donc, c'est sûr, moi, je dis souvent, oui, ça amène un remaniement. C'est pas un remaniement que je cherche, c'est un... Voyons, c'est comme les relations sociales évoluent. Évoluent. Déjà, il y a une évolution parce que ce que beaucoup de couples vont raconter, mais quand je dis couple, ça pourrait concerner des femmes solo qui sont en démarche de procréation assistée. Il y a beaucoup de couples qui vont dire, voilà, tous mes amis ont des enfants, donc quand on fait des soupers, on parle juste enfants, maternité, accouchement, allaitement, et on se sent par rapport. C'est ça. Et donc, là, il y a toujours la question de la limite aussi, qui est beaucoup travaillée dans les rencontres. C'est, est-ce que j'y vais à cette rencontre-là alors que je sais que je vais revenir démolie, ou est-ce que je choisis que c'est trop pour moi? Et là aussi, dans les personnes qui vont choisir de ne pas y aller, il y en a qui vont comprendre, des amis, il y en a qui ne vont pas comprendre, il y en a qui vont trouver ça égoïste. Parce que bien souvent, il n'y a pas cette compréhension de comment c'est remuer le couteau dans la plaie que d'aller à un souper où il y a 3 femmes enceintes, un bébé de 2 mois et voilà. Donc, c'est dur pour les personnes confrontées à l'infertilité de mettre ça de côté dans un contexte social où on parle que de ce qu'ils rêvent d'avoir. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Enfin, il y en a qui arrivent, mais je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus facile socialement d'aller à un événement où c'est pas du tout ça la thématique et que finalement, au contraire, ça va faire du bien. Ça va changer les idées, ça va permettre de penser à autre chose. Mais dans le contexte social ou familial, c'est quand ça tourne beaucoup autour de ça, c'est dur. C'est dur. Et souvent, c'est parce que ça vient d'une méconnaissance. Oui, c'est ça. En fait, ça vient d'une méconnaissance. Donc, moi, la première chose que je dirais aux proches, aux personnes aux proches des couples confrontés à l'infertilité, c'est de se renseigner vraiment. Puis, tu sais, par exemple, la lecture de livres comme le livre de Véronique Leduc, où il y a plein de bandes dessinées aussi qui abordent ça. C'est une très belle façon de se renseigner sur
OK, c'est ça que ça fait vivre. Et juste se renseigner, ben, ça va permettre ça va permettre de mieux comprendre. Voilà. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir dans les groupes d'amis d'autres qui vivent d'autres difficultés et bon, après qui sont moins disponibles pour comprendre, mais ça va dépendre. Mais souvent, on va voir comme les relations sociales et familiales qui évoluent. Fait qu'il y a vraiment des liens qui vont se mettre de côté, qu'on pourraient, veut vraiment les perdre parce que ça... Ouais. OK. Puis qui vont peut-être se retrouver un jour. Uh-huh. Et il y a aussi cette, je dirais pas croyance, mais c'est comme, mais là, passe par-dessus. Oui. C'est pas si grave. Puis comment ça, t'arrives pas à passer par-dessus? Puis d'où l'espèce de croyance que c'est égoïste, alors que les personnes qui vivent ça ne font pas exprès d'être en détresse. Mais non, c'est pas une question d'égoïsme. C'est ça, c'est qu'on est en détresse. Ben, c'est ça, mais les gens ne semblent pas comprendre, puis souvent vont penser comme un peu perdre une job ou une relation qui est brisée. Ben là, OK, c'est beau, passe par-dessus, mais je veux dire... Mais c'est pas... C'est comme si... Mais ça vaut pour la santé mentale en général. En général, c'est ça. Il y a des gens qui vont penser que, ben là t'es déprimé, passe par-dessus. Oui, c'est ça. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Puis, tu sais, c'est qu'il n'y a pas encore de reconnaissance que ça mène une souffrance qui fluctue beaucoup. Il y a des moments, moi je vois, je vois des patients qui à des moments vont dire non, là je suis mieux, tu sais, on est en pause, c'est plus facile d'aller dans des rencontres où on aborde ces thématiques-là, puis des moments où c'est comme impossible. Puis c'est correct, c'est de mettre sa limite, et puis, mais ça se peut que ça déplaise. Ça se peut qu'il y en ait qui ne comprennent pas, ça se peut qu'il y en ait qui comprennent, mais ça... Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne qui passe passe au travers d'un processus d'infertilité pour expliquer à nos proches? Comment on peut s'y prendre? Et si on s'y prend et que ça ne fonctionne quand même pas, je veux dire... Mais c'est toujours, je pense, de communiquer et de dire, écoute, je ne peux pas venir à ce souper-là parce que... Voilà, il y a 3 femmes enceintes, un bébé, ça me fait trop de peine, j'y arrive pas, ça me met à l'envers, j'aimerais ça, passer du temps avec vous, mais là, pour le moment, j'y arrive pas. Et qu'est-ce qui arrive quand ces personnes-là le prennent personnel et ne comprennent toujours pas? Ben qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour leur faire comprendre? Mais ça, c'est que ça vous appartient plus. Non, c'est ça. Là, il faut lâcher prise. C'est ça, exact. C'est dommage, c'est triste, mais c'est peut-être que ces personnes-là vont à un moment donné mieux comprendre, peut-être pas, je sais pas, mais on n'a pas de contrôle sur la réaction du moment. Mais je pense que si une personne qui est confrontée à l'infertilité arrive à dire « Regarde, je ne peux pas, c'est trop souffrant pour moi », déjà là, il y a quelque chose qui est nommé, qui peut déjà à soi faire du bien, de dire « J'ai dit ma limite, je peux pas ». Comment les autres vont réagir, mais ça dépend des autres. Il y en a qui vont très bien comprendre, il y en a qui vont pas du tout comprendre. Mais ça, vous savez, quand il y a des événements de vie importants, que ce soit l'infertilité ou d'autres choses, c'est pas rare qu'on voit des relations sociales qui évoluent. C'est la vie aussi. Hein. On se fait des nouveaux amis. On se fait des amis infertiles. Ouais. On en perd peut-être certains autres. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Tu sais, tu dis souvent, tu dis beaucoup dans un contexte de sortie ou de soirée où il y a des gens enceintes, où il y a des enfants, mais personnellement, ce que je trouve le plus souffrant, c'est les annonces de grossesse. Oui. C'est extrêmement difficile parce que ça me fait pas plaisir de me faire annoncer ça. Mais moi, ça me fait pas plaisir de réagir comme je réagis. Mais c'est incontrôlable. Je fais pas exprès, tu sais. Mais non. Fait que ça me place dans un endroit émotif très, très désagréable parce que j'ai de l'empathie pour la personne qui m'annonce la plus belle annonce de sa vie, la plus belle nouvelle de sa vie, qui me voit réagir comme je réagis. Fait que je suis capable de me mettre à sa place puis de me dire « Oh my God, c'est vraiment plate. » Elle m'annonce la plus belle chose de sa vie, puis moi, je réagis en pleurant, tu sais, puis en genre... En n'étant même pas capable de dire félicitations, tu sais. Mais, ça, je trouve ça difficile. Puis, en fait,
personnellement, là, tu sais, si on peut peut-être donner des trucs ou des pistes, puis si t'en as d'autres trucs, d'autres pistes, tu pourras renchérir, mais je pense que de mon côté, ce qui est la meilleure chose à faire pour une annonce de grossesse, c'est pas de me le dire en pleine face. C'est de me le dire soit par texto ou par téléphone. Appelle-moi 1 minute, annonce-le-moi, puis laisse-moi du temps, des semaines, là, pour digérer la nouvelle, l'absorber, puis moi, personnellement, ça me prend du temps vraiment à m'y faire. Mais après, je suis capable. Une fois que j'ai comme assimilé puis digéré la nouvelle, je suis capable d'aller les voir puis de leur dire félicitations. Des fois, je serai pas capable. Des fois, ça va être difficile, mais je vais quand même être capable de continuer d'être en relation avec eux puis de m'intéresser à eux. Peut-être que je poserai pas nécessairement trop de questions sur la grossesse ou sur le bébé, mais il y aura pas eu de malaise, il y aura pas eu de pleurs, tu sais, devant eux. Puis ça, je pense que ça peut justement éviter peut-être que des liens soient brisés, tu sais, parce que je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la réaction. J'aurais envie d'ajouter aussi de ne pas le faire en public ou dans un groupe. Devant d'autres gens. Comme si on annonce une nouvelle job. C'est ça. Parce que j'ai dit dans un de nos épisodes précédents que les seules personnes pour qui je suis contente sincèrement de leur grossesse, c'est les personnes qui ont eu de la difficulté à tomber enceinte. Puis juste, puis là, je ne l'ai pas expliqué pourquoi, mais c'est parce que je suis soulagée que leur souffrance soit finie. Et aussi parce que ça me donne espoir à quelque part que ça puisse fonctionner pour moi aussi, tu sais. Fait que, puis, tu sais, don't get me wrong, là, en français, mais avant que je me mette à vivre de l'infertilité, j'étais sincèrement et profondément heureuse pour les annonces de grossesse, là, parce que je trouve vraiment que c'est la plus belle chose au monde. Vraiment. Mais c'est à partir du moment où tu te mets à vivre ça que t'es juste plus capable d'être contente. T'es plus capable. Puis c'est rien contre personne, t'en veux pas à personne. Non, tout à fait. En fait, c'est encore là une fois, je vais dire quelque chose de très simple. C'est normal. Comment se réjouir profondément. C'est dur de ressentir cette joie-là si soi-même la souffrance est tellement grande que la joie, elle peut pas prendre le dessus. Non, puis c'est pas... peut-être c'est pas personnel à ces personnes-là. C'est jamais personnel voilà, c'est l'annonce de la grossesse, c'est l'annonce de ce que la personne attend depuis peut-être des années. Et effectivement, c'est quelque chose que j'entends souvent, l'idée de ne pas se le faire annoncer dans un grand groupe, mais plutôt que la personne, la femme qui est enceinte ou le couple passe un appel ou le fasse plutôt de façon individuelle, parce que ça permet de pas avoir à gérer une vague d'émotions très intense devant tout le monde. Mais c'est quelque chose, ça fait partie aussi des thématiques qu'on entend beaucoup parler. Ce que j'ai souvent vu aussi ou entendu ou qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des femmes ou des couples ou des hommes, c'est plus souvent des femmes là, qui vont pas aimer nécessairement, en fait, vont dire, si tu sais, essaie d'éviter de parler de ça devant. En fait, vont communiquer, comme tu l'as dit, mais qu'après ça, pour les personnes non infertiles qui veulent tomber enceinte ou qui viennent de tomber enceinte, pour eux, c'est comme brimer leur bonheur. Oui. Et oui, mais à un moment donné, comment... Mais c'est parce que c'est vrai aussi qu'elles ont le droit d'exprimer leur bonheur, mais peut-être qu'il faut le faire auprès de personnes qui ne sont pas confrontées à l'infertilité. C'est-à-dire, c'est d'accepter que à ce moment-là de la vie, cette grossesse-là et le bonheur que ça suscite pour ces personnes-là ne pourra peut-être pas être partagé avec une amie qui était très proche, parce que cette amie-là vit de l'infertilité. C'est peut-être que si chacune arrive à dire, regarde, moi j'ai besoin d'en parler, puis je peux en parler avec d'autres personnes, puis toi, c'est dur de m'entendre parler de ça, je comprends. C'est vraiment de communiquer, puis de se dire, regarde, on reste en contact, mais bon, voilà, pour le moment, notre relation est comme ça. Ça se dit aussi, ça se nomme, c'est possible de dire ça. Peut-être aussi pas comparer, de dire, ben là, toi, tu brises mon bonheur,
Mais non, là non plus, c'est pas l'intention de la personne qui est confrontée à l'infertilité, c'est pas de brimer le bonheur des autres. Ça. Non. C'est pas ça l'intention. En aucun temps. C'est juste de dire, à ce moment-là de notre vie, notre relation va devoir évoluer et on sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais au jour d'aujourd'hui, on peut pas rester en lien comme on l'était avant. Et ça rajoute aussi des deuils puis de la tristesse, mais c'est aussi... Être confronté à l'infertilité, c'est aussi se choisir et dire « je peux pas, en ce moment, être dans ce contexte-là, ça m'amène trop de souffrance. » J'aimerais ajouter que, personnellement, les grossesses les plus difficiles, c'est les gens les plus près de moi. Mon frère, mes meilleurs amis, c'est ce qui est le plus souffrant. Ce sont les grossesses les plus difficiles. Puis je suis extrêmement chanceuse parce que j'ai eu un entourage prêt, vraiment compréhensif et rempli de... J'ai de la misère à dire compréhension parce que je pense que tu comprends jamais vraiment l'infertilité tant que tu l'as pas vécu, là, mais j'aimerais juste comme dire que c'est très important pour l'entourage. Je m'adresse à l'entourage là, des infertiles, que c'est très important d'être vigilant, d'être doux et d'être compréhensif parce qu'en aucun temps on est égoïste, en aucun temps on pense à nous, bien au contraire, on essaye de vraiment penser à vous, mais on n'a pas la capacité. Au moment où on est dans le moment le plus souffrant de notre vie, c'est nous demander vraiment l'impossible. Puis de mon côté, je suis pas capable de démontrer de la joie sur le moment. Ben, je l'ai dit tantôt, là, fait que moi, c'est au moment de l'annonce que c'est non, c'est comme, moi, là, j'ai besoin juste de, comme, enregistrer la nouvelle que je viens d'apprendre. Puis, par après, je vais être capable, peut-être, de venir te dire félicitations puis d'être contente pour toi. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi, tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'être content pour vous qu'on souhaite que votre grossesse aille mal, là. Mais non, bien sûr. Jamais de la vie, là, tu sais, comme... Ma meilleure amie, elle a accouché prématurément. J'étais stressée. J'avais de la misère à m'endormir le soir, tu sais. Je veux dire, même si j'avais de la difficulté à la voir enceinte, puis à savoir qu'elle était tombée enceinte, puis pas moi, ben je care vraiment quand même beaucoup pour son bien-être, puis sa santé, puis ce petit bébé-là que j'aime plus que tout, tout au monde, tu sais, parce que je suis sa ma tante quand même, là. mais ouais, c'est ça. Fait que je sais plus... je pense pas que je voulais rien dire d'autre. Mais c'est ça, ça dépend, les relations, tu sais, ça dépend. Comme je disais, il y a des personnes qui vont comprendre, d'autres moins, mais pas de contrôle sur les émotions des autres. Non, mais par contre, on a du contrôle sur ce qu'on peut dire et expliquer. Après, est-ce que ça va être compris ou pas? Mais ça dépend. Il y a des gens qui sont très compréhensifs. C'est pas toujours facile d'expliquer quand on est en pleine détresse non plus. Non, tout à fait. Ben non, bien sûr. Puis qu'on essaie de parler en pleurant avec le moton dans la gorge, là, tu sais. Des fois, c'est pas chic, mais bon. Bon, en plus de toutes les difficultés qu'on vient déjà d'aborder à travers un processus d'infertilité, il y a certains couples qui vont se laisser, qui vont se séparer. Il y a des couples qui ne passent pas au travers. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, je reviens à ce que je disais dans l'épisode précédent. Ça va aussi dépendre... Alors, en soi, l'infertilité et le recours au traitement de fertilité sont des facteurs de stress pour le couple. Mais il y a quand même... Les couples passent au travers quand même. Puis je suis pas certaine au niveau des taux de séparation, mais je pense pas qu'il y en ait plus que dans la population générale. Ah non, hein? Non, même je notais, c'est aussi au niveau c'est les travaux de Catherine Péloquin, les couples infertiles ne diffèrent pas des couples fertiles au niveau de la satisfaction relationnelle. Ah ouais? Même qu'elle a une étude qui a mis en évidence les bénéfices conjugaux de l'infertilité. Ouais. Je les ai pas, il y en a 5, je les ai pas tous en tête, mais l'idée, c'est que le couple se rapproche, devient plus fort dans l'épreuve, développe une meilleure communication, compréhension. Puis ça, je l'entends quand même souvent des couples qui vont dire « on n'a jamais été aussi proches ça nous rend plus forts, etc. » Donc ça, c'est un premier point. Mais c'est sûr que ça peut fragiliser une relation de couple. Ça amène... Il y a des décalages dans les couples, dans la façon de vivre l'infertilité et les traitements.
ne serait-ce que les traitements qui se passent principalement dans le corps des femmes, ben, pour les hommes, c'est beaucoup moins invasif, beaucoup moins de rendez-vous, bien qu'ils peuvent être présents à chaque rendez-vous, mais c'est moins, il n'y a pas d'injection d'hormones, etc. Donc, déjà là, ça crée un décalage. Juste la limite, il y a des femmes qui vont dire « Moi, je peux plus, mon corps, là, c'est terminé ». Et forcément que l'homme, il n'a pas cette limite-là, mais il peut être très compréhensif sur la limite qu'a sa conjointe. Donc c'est ça, ça peut amener des tensions, des décalages dans la relation de couple. Et c'est sûr que si c'est un couple qui était solide avant, a plus de chances de rester solide. Si c'est un couple qui a vécu des difficultés de couple avant l'épreuve de l'infertilité, ben, c'est probablement eux qui sont plus à risque de se séparer parce que ça va exacerber des difficultés qui étaient présentes. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a le parcours de fertilité, il y a les ressources individuelles, les ressources du couple, puis tout ça se tricote ensemble pour s'adapter. Mais comme je disais, un parcours plus court, avec un couple qui fonctionnait bien, avec des bonnes ressources, va probablement passer au travers. Un couple qui vivait déjà des difficultés ou qui manque de ressources individuelles et qui est en traitement de fertilité depuis 5 ans, sont peut-être plus à risque, quoique ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas passer au travers. Hein, puis là, c'est aussi d'aller chercher de l'aide si le couple, en fait, puis vit plus de disputes, plus de tensions, puis en fait, la fertilité va faire ressortir d'autres problématiques qui étaient là probablement avant. Toujours dans la thématique du couple, et là, on aurait le temps pour nos 2 dernières questions. Sexuellement, comment le fait de ne pas être capable de faire un enfant, affecte la sexualité ou même l'intimité des couples? Oui, alors globalement, l'infertilité et les traitements ont un impact négatif sur la sexualité. Commencer un suivi en clinique de fertilité, c'est laisser la médecine entrer dans son intimité. Exact, oui. D'emblée, le premier rendez-vous, le médecin va demander la fréquence des relations sexuelles. Bon, il va y avoir beaucoup d'examens, bien évidemment, que ce soit une échographie endovaginale, il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Je suis tannée que mon corps... » soit tripoté. Soit j'ai des examens, puis si une femme est pudique, c'est compliqué, c'est stressant. Pour les hommes, produire un échantillon de sperme, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est comme dans une clinique de fertilité, c'est particulier. Donc, c'est vraiment laisser rentrer la médecine de la reproduction dans l'intimité du couple. Et bien évidemment que une des premières choses qui est conseillée, c'est d'avoir des relations sexuelles au bon moment. Ouais. Fait ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient... on enlève toute spontanéité. C'est ça. Ça devient mécanique. Ça devient mécanique, ça devient... c'est un peu comme si c'est quasiment inscrit au calendrier. Hein, c'est une tâche à faire pour faire un bébé et la dimension de plaisir va être complètement évacuée. Ouais. Hein, donc forcément que ça a un impact. Que ça peut. Je ne veux pas faire de généralité là non plus parce que ce n'est pas tous les couples qui sont touchés par ça. Mais on va voir quand même beaucoup de femmes qui vont dire, et d'hommes aussi, une baisse de désir sexuel. Pour les hommes, il peut y avoir des difficultés érectiles. Donc, ça affecte la sphère de la sexualité parce qu'il n'y a plus de spontanéité. Puis, c'est comme une tâche dédiée à la conception. Plus au plaisir, à se rapprocher, à être connecté. C'est vraiment faire un bébé pour faire. C'est ça, exact. Pour produire. Exact. Ouais. C'est ça, je pense que les troubles érectiles qui peuvent survenir, c'est parce que c'est psychologique. Tu te mets une pression God, il faut que ça tire, on veut que ça marche là. C'est-à-dire qu'il y a une pression pour les hommes et il y a une pression pour les femmes aussi. Je veux dire, ça se peut que ça soit une journée où le couple est moins en vie, puis en temps normal... Faut le faire. Mais là, ils se sentent obligés, donc ça devient... c'est ça, la dimension de plaisir est comme évacuée. Puis là, si jamais il y a des gens qui disent, tu sais, ça, c'est pour tout le monde, là, tu sais, de faire l'amour pendant l'ovulation, si on veut tomber enceinte, oui, mais c'est parce que quand ça fait 2, 3, 4, 10 ans que tu planifies à chaque mois tes relations sexuelles, à un moment donné,
c'est ça, là. Genre, il y a une différence entre ça fait 10 ans qu'on essaye, puis ça a marché du premier coup, là. Bien sûr, il y a un couple qui essaye de faire un bébé. Au début même, il va plutôt y avoir une sexualité qui est plus, qui prend plus de place et le plaisir est là. Et c'est pour concevoir un bébé, mais il y a des couples qui vont dire que c'est une belle période de notre vie quand on a essayé de concevoir. Mais ça, c'est quand ça marche dans un temps raisonnable. Mais exact! Tu sais, quand ça marche pas au bout de quelques années, c'est complètement autre chose. Je me souviens, nous, quand on a commencé à essayer, là, c'était excitant, c'était le fun, c'était, tu sais, c'était « Wouhou! On veut faire un enfant! » Mais quand ça fait 6 mois, moi, là, c'est à partir de 6 mois. Quand ça faisait 6 mois qu'on essayait puis que ça fonctionnait pas puis que là, tout le monde autour de moi m'annonce hey, moi, c'est à partir de 6 mois. Fait que nous, ça fait 4 ans qu'on essaye, fait que ça fait 3 ans et demi, moi, que je pleure, là, tu sais, puis que je souffle, là, tu sais. Fait que, bref. Tu veux y aller pour poser la dernière question? Celle-ci? Ben, je vais te laisser, là, je pense que c'était plus la tienne. OK, pas de problème. On revient un peu à... Ben, ouais, ça va frôler un peu la santé mentale, mais souvent, entre infertiles, on va se demander comment garder le moral, comment être capable de continuer à se battre. Parce que c'est ça, l'infertilité, c'est un combat. Plusieurs personnes vont dire que leur motivation, c'est l'espoir. Garder espoir va les aider à rester positifs et à regarder en avant. Mais des fois, ça se peut qu'on ait épuisé toute notre réserve d'espoir, puis de l'espoir, il y en a plus, puis on ne sait plus comment... comment aller en chercher ou comment se motiver, tu sais, autrement. Donc, parce que c'est ça, comme je le disais, après 3, 4, 5, 10 ans de tentatives, quand ça marche pas, quand on n'est pas capable de réaliser notre rêve de devenir parent, comment on fait pour rester en santé mentalement, psychologiquement? Comment on fait pour rester résilient? C'est une bonne question. Alors, je vais vous dire ce qui me vient comme ça. Une des choses, je pense vraiment, si c'est bien évidemment, si c'est dur au quotidien et tout, c'est d'aller quand même chercher de l'aide professionnelle pour prendre soin de sa santé mentale. C'est quand même une avenue qui va permettre ne serait-ce que d'avoir un espace pour en parler, pour des fois se faire rassurer, comme je dis, sur les réactions normales versus des réactions où on voit qu'il y a un besoin plus grand. Donc, d'avoir un espace pour réfléchir à là où on en est. Parce que les parcours en fertilité, hein, les traitements peuvent s'enchaîner. Et puis, un peu comme on disait dans l'épisode précédent, on peut un peu en oublier qu'on vit des émotions, puis tout ça. Hein, Donc, moi, je recommande de consulter si vraiment c'est difficile. Ou en tout cas, le besoin d'avoir un espace est là. Il n'y a pas de recette magique. J'aimerais bien vous en donner une, mais il n'y en a pas. Je crois que c'est aussi l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, c'est-à-dire de qu'est-ce que je peux investir d'autre c'est pas la question de remplacer le projet d'enfant qui ne fonctionne pas, mais qui va quand même amener un sentiment de contrôle, de satisfaction, de plaisir, dans une autre sphère. Peut-être même, j'ai envie, Élodie, de te demander, peut-être même ce que tu fais là, le podcast. C'est ça, je pensais aussi. C'est une façon de... Alors, c'est sûr que là, ça ne te permet pas de ne pas y penser, mais ça te permet peut-être de faire quelque chose de plus grand qui aide les autres et qui peut amener aussi une certaine satisfaction. Puis, tu sais, je pense à Pleine Passion qui se sont trouvés des projets... Comme là, je dis à chaque fois, ça ne remplace pas, mais qui vont permettre de vivre quelque chose de positif. De se valoriser. De retrouver un sentiment de compétence. Donc, moi, je pense beaucoup que cette avenue-là peut aider. Mais, bien évidemment, que ça ne remplace pas un enfant. C'est pas la question, et même pas on ne se pose même pas la question. Mais c'est plus, ça aide à trouver un équilibre puis à avancer dans la vie parce que la vie la vie continue. Et donc, de trouver cet équilibre-là, c'est pas évident, mais je pense vraiment que c'est une avenue qui peut être aidante d'investir d'autres sphères. Ça peut être le travail, ça peut être des projets, en fait, peu importe. Tout est valide, mais qui vont donner, qui vont permettre de ne pas y penser. Mais pas en se disant, ça sert à rien de se dire, faut pas que j'y pense, non, ça marche pas. Là. Non. Mais c'est plus, OK, je commence tel projet
Et ça m'aide à traverser. Puis ça n'empêche pas C'est que un le peu projet... thérapeutique, dans le fond. Oui, hein. complètement. Mais ça n'empêche pas que le projet d'enfant continue, puis les rendez-vous, puis tout ça. Ouais. Mais ça donne des moments de pause, De répit. de répit pour c'est une façon de prendre soin de sa santé psychologique. Parce qu'il ne faut pas oublier l'être humain qu'on est et qu'on Ben oui, était avant mais bien aussi sûr, de vivre. Tu sais, oui. on n'est pas qu'une personne confrontée à l'infertilité, on est bien au-delà de Mais ça. bien sûr. Puis ça, bien des sûr. fois aussi, ça peut être facile de perdre le cap Oui. là-dessus. Oui, parce que comme on disait, tout tourne autour Ouais. des traitements. Et puis c'est vrai que les traitements demandent... Il faut avoir du temps, de la disponibilité, il faut jongler avec son horaire. On n'en a pas parlé, hein, toute la conciliation avec la vie professionnelle, etc. C'est dur de faire autre chose, mais c'est d'essayer petit à petit de préserver des sphères de la vie pour vivre... Pour continuer d'être heureux. Oui, mais oui. Fait que sur ça, faites attention à vous. Allez consulter. Trouvez-vous des activités qui vous passionnent ou, c'est ça, découvrez autre chose de complètement nouveau. Partez un podcast. Puis c'est ça. Puis la vie continue. Des fois, c'est difficile de se le rappeler, là. Oui. J'en sais quelque chose, mais la vie continue. Puis essayez d'être heureux quand même. Marie-Alexia Allard, psychologue et cofondatrice de la clinique Ensemble, un énorme merci Avec plaisir. d'être venue nous voir et de nous avoir mieux éclairé sur l'infertilité. Je suis très La santé reconnaissante. mentale. Oui, Ouais. oui. Oui, donc Merci. un gros merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Puis on se retrouve pour les prochains épisodes avec Dr Pierre Miron de la clinique Fertilis. Ciao! Bye bye!